Alors les derniers vont s'installer. On va pouvoir reprendre sur la deuxième partie de la matinée avec une conférence sur comment mieux intégrer la pratique sportive à nos modes de vie, lever les contraintes des publics volontaires. Et on va notamment aborder la question du sport en entreprise, que ce soit dans ce premier temps ou sur les différents ateliers qui vont suivre. Et pour vous parler de tous ces sujets-là, je vous demande d'accueillir Laurent Tarin de la Faculté des sciences du sport et du mouvement humain de Toulouse et qui est aussi au sein de la conférence des directeurs de STAPS de la C3D, partenaire de la fédération. Je démarre, c'est bon? Oui. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs de me faire intervenir sur cette thématique qui me tient à cœur, le sport en entreprise. Donc juste pour me présenter, alors je ne fais pas partie de la C3D, en fait c'est mon doyen de la fac qui en fait partie, effectivement, comme tous les doyens de faculté. J'ai plusieurs casquettes. Je suis président et cofondateur de la société Panakeia qu'on a créée en 2009, qui est spécialisée sur la prévention santé au travail. Je suis président de la Ligue Occitanie du sport d'entreprise, membre du comité directeur au titre notamment de la commission santé, et je suis professeur associé en STAPS à Toulouse, qui s'appelle la F2SMH. On aime bien faire différemment là-bas. Donc Jean-Paul Doutreloup, qui fait partie effectivement de la C3D, m'a invité à intervenir pour vous sur cette thématique en l'occurrence, que je maîtrise un petit peu plus que lui. Je suis membre aussi du collectif Funjo, qui est un cabinet de RH et QVT, donc qu'on appelle maintenant QVCT. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Alors, quand on parle de sport d'entreprise ou de sport en entreprise, quand on demande aux salariés qu'est-ce que cela leur évoque, eh bien, vous avez tout un tas de termes qui apparaissent. Pour résumer, vous avez trois grandes catégories. Vous avez pour les plus sportifs d'entre eux, ils vont parler de performance, ils vont parler de challenge. Pour les sportifs, je dirais du dimanche ou les sportifs intermédiaires, ils vont plus parler de cohésion d'équipe, ils vont plus parler effectivement de pratique physique. Et pour les inactifs, les plus sédentaires d'entre eux, ils vont plutôt parler de prévention de santé, effectivement d'accès à l'activité physique. Et parce qu'ils sont gentils, ils ne parlent pas de vader rétro ou surtout je ne veux pas faire de sport dans le cadre de mon travail. Alors que bien évidemment, il y en a plein qui pensent comme ça. Donc le chef d'entreprise va se retrouver avec tout ça. Il va devoir faire avec. Et en fait, il se retrouve dans un brouillard avec des injonctions qui ne sont pas forcément similaires. Et il va falloir qu'il puisse faire des choix stratégiques sur la mise en place d'activités physiques dans le cadre de son entreprise. Alors juste en introduction, deux choses. La première, c'est que je vais parler de sport, mais évidemment, ça englobe l'activité physique. Et je ne vais pas vous faire l'affront de définir ce qu'est le sport ou l'activité physique, on est bien d'accord. Par abus de langage, je dirais qu'on parle de sport. Et par abus de langage aussi, on parle d'entreprise. Mais évidemment, ça concerne tous les employeurs. C'est les collectivités, c'est les institutions, c'est les associations. À partir du moment où on a des salariés, on va pouvoir agir en sport en entreprise. Alors, quels sont les enjeux de mettre en place du sport en entreprise ou une activité physique en entreprise? Vous en avez plusieurs. Qu'avec la pratique, on arrive à vérifier. Donc un premier enjeu qui est de performance sociale, où finalement, on s'engage dans une démarche de RSE. La RSE, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est ni plus ni moins que le développement durable appliqué à l'entreprise. L'objectif étant, au travers de ces démarches de RSE, de valoriser le capital humain. Un enjeu de performance économique, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, où l'objectif, c'est d'augmenter la productivité.
d'augmenter la productivité, mais aussi de favoriser d'une manière générale la performance durable de l'entreprise. Un enjeu de management qui est, je dirais, un des plus grands enjeux du sport d'entreprise. Ça permet de décloisonner les niveaux hiérarchiques. Quand vous faites faire une activité physique ou une activité sportive à une équipe, vous allez vous apercevoir que les gens communiquent. Les gens communiquent entre les services et les gens communiquent entre la hiérarchie et eux. Ce qui fait que ça décloisonne à la fois les barrières, mais aussi ça crée de la communication. Ça favorise aussi la cohésion d'équipe. Un enjeu de ressources humaines, puisque ça contribue à la qualité de vie au travail et au bien-être des salariés. Évidemment, un enjeu de santé, puisqu'on va travailler spécifiquement sur les TMS, donc troubles musculo-squelettiques. Et par répercussion, Martine Duclos l'a signalé ce matin, on va aussi impacter positivement les RPS, qui sont les risques psychosociaux, notamment le stress au travail et tout ce qui est lié à la dépression en lien avec le travail. C'est un enjeu de communication pour l'entreprise, évidemment un enjeu de communication externe, puisque ça permet de valoriser une image d'entreprise dynamique vers l'extérieur. Et c'est un enjeu de communication interne, puisque ça lui permet de communiquer en interne vis-à-vis de ses salariés ou des futurs salariés qu'elle souhaite attirer en son sein. Un enjeu territorial, puisque ça participe à l'attractivité territoriale de l'entreprise, et puis évidemment un enjeu de développement personnel, et notamment pour les plus inactifs d'entre eux, où à partir du moment où ils s'engagent dans une démarche d'activité physique, au début ils freinent un peu, mais on s'aperçoit rapidement que c'est tout de suite un engrenage positif, et ils prennent du plaisir à pratiquer, et ça leur amène vers d'autres terrains sur du développement personnel. Alors quelques chiffres, je vais vous présenter 3 grandes études qui ont été menées en 2015, 2018 et 2023, financées par des mutuelles. Donc là, cette première étude date de 2015, elle a été financée par la G2R La Mondiale, en partenariat avec le MEDEF et le CNOSF. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Ils ont montré, alors ce n'est pas des études scientifiques à proprement parler, c'est plus des baromètres, je dirais. Ils ont montré ici que pour le salarié, on augmentait d'une manière générale la sérénité, on améliorait la sérénité, on gagnait 3 ans d'espérance de vie et on augmentait de 6 ans le retardement de l'âge de début de la dépendance. Et en termes d'économie de frais de santé, ils ont montré une économie de frais de santé de 30 à 34 euros. Pour l'entreprise, on parlait tout à l'heure de gains de productivité, ils ont mesuré effectivement qu'on gagnait 6 à 9% de productivité et qu'on améliorait la rentabilité de l'entreprise entre 4 et 14%. Puis d'une manière générale, on fait baisser l'absentéisme. On parlait aussi de présentéisme tout à l'heure, c'est autre chose, mais on fait baisser le présentéisme. Une deuxième étude qui est en fait financée par Generali avec OpinionWay, qui date de 2018, on retrouve un petit peu ces chiffres-là. On retrouve le plus 6 à 9% de productivité gagnée. Ils ont mesuré également qu'ils diminuaient de 25% le turnover, qu'ils amélioraient le retour sur investissement de 1,5 à 3%. Pour les pratiquants, c'est-à-dire les salariés et les dirigeants, 94% des salariés et 100% des dirigeants qui pratiquent une activité physique le recommandent. Et ils ont montré un gain de 300 € pour un individu par an sur le budget de santé de l'entreprise et 17,2 jours d'absentéisme par an et par salarié du privé. La dernière étude, financée par Harmonie Mutuelle, qui date de 2023, qui est vraiment un baromètre là pour le coup. Le constat, c'est 25% des salariés se sentent fatigués et 55% chez le salarié qui ne pratique pas de sport. 91% des salariés pensent que le sport favorise leur bien-être. Au niveau des attentes, alors je ne vais pas tout vous décrire, là c'est vraiment les 8 résultats clés, l'étude est beaucoup plus complète. Mais au niveau des attentes, ce qui est intéressant, c'est que seuls 20% des entreprises proposent une activité sportive dans le cadre professionnel, alors que vous avez 78% des salariés qui se disent prêts à consacrer du temps à la pratique du sport organisé par leur entreprise sur leur temps de loisir. Quelques éléments de contexte généraux. Alors la partie bleu foncé, je pense que voilà, vous êtes coutumier de ces données-là. Je ne vais pas y revenir. Ce qui est intéressant aussi en parallèle, c'est de souligner qu'une étude européenne menée en 2013
montrait que les conditions d'emploi se dégradaient et que les niveaux de stress augmentaient dans la plupart des pays à cette époque-là. C'est toujours le cas et ça a été augmenté notamment avec la crise Covid. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'OMS en 2012 signalait le lieu de travail comme un cadre essentiel à la promotion d'un mode de vie sain pour prévenir les maladies chroniques. Donc là, vous voyez, on ne fait pas un focus sur le sport d'entreprise, mais on est dans un modèle de promotion de mode de vie sain qui intègre évidemment les activités physiques. Alors, quand on présente tout ça au chef d'entreprise ou à l'employeur d'une manière générale, en général, le constat c'est « Ok, je suis convaincu. Je suis convaincu, mais maintenant, comment je fais? Comment je vais mettre en place des activités sportives ?» C'est compliqué. Effectivement, quand on commence à aborder la thématique, cette thématique-là en distribuant un questionnaire aux salariés, c'est bien souvent ce qui se passe. On se retrouve avec toutes les réponses que vous avez eues dans le nuage de mots tout à l'heure. Donc en fait, ça perd complètement l'employeur, il ne sait pas comment le mettre en place, il ne sait pas comment faire. Donc comment le guider? Il faut revenir aux sources, il faut revenir aux objectifs. Qu'est-ce que l'on veut faire quand on veut mettre en place du sport en entreprise? Et il y a deux grands objectifs. C'est soit on veut faire de la prévention sécurité au travail, soit on veut faire de la QVT, qualité de vie au travail ou du bien-être au travail. Et ce n'est pas du tout la même chose. Alors les deux peuvent être complémentaires, on peut mettre les deux en place, mais en tout cas, il faut bien définir les objectifs que l'on souhaite faire. Le premier, la partie bleue, donc prévention sécurité, ça sera plutôt sur le temps de travail des salariés. D'accord? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur prévention. De la même manière qu'on va mettre des chaussures de sécurité, et on va imposer aux salariés de mettre des chaussures de sécurité, on va lui imposer de prendre soin de sa santé au travers d'un process de sécurité au travail par l'activité physique. D'accord? Donc c'est sur le temps de travail du salarié normalement. Alors que la QVT, c'est la qualité de vie au travail, la QVCT, c'est la qualité de vie et des conditions de travail, le bien-être, c'est plutôt en dehors du temps de travail des salariés. Donc déjà, la façon de l'amener est complètement différente. Dans le premier cas, la prévention sécurité, vous allez toucher tout le monde. Et moi, je conseille à l'employeur systématiquement de le mettre de manière obligatoire. Alors, ils n'aiment pas ce mot-là. Hein. D'ailleurs, je vous le dis là, mais on n'emploie jamais ce mot-là auprès des salariés. Donc, c'est soit fortement conseillé, soit tout simplement intégré dans leur fiche de poste. Et là, on touche 100% des salariés au travers de ça. Alors que la démarche de QVT, c'est sur la base du volontariat, c'est ceux qui veulent bien aller pratiquer entre midi et 2 telle ou telle séance d'activité physique et par expérience, on touche entre 10 et 30% de la population. Et ce n'est pas forcément ceux qu'on a l'objectif de toucher, à savoir les inactifs. D'accord? Donc c'est en cela que je vous dis, les deux démarches peuvent être complémentaires. Alors si on traite sur la partie prévention-sécurité, ce que l'on veut toucher au travers de cette prévention par l'activité physique, c'est avant tout évidemment les risques physiques. Alors là, vous avez une cartographie des risques qui est présente sur le site de l'INRS, l'Institut national de recherche en sécurité. Nous, ce que l'on va vouloir impacter en priorité, c'est la prévention des TMS, troubles musculo-squelettiques. Ça fait partie des risques physiques. Par répercussion, on va aussi impacter les risques liés au déplacement et notamment les glissades et chutes de plein pied. Puisque quand on travaille sur l'activité physique, on travaille aussi sur l'équilibre. Quand on travaille sur l'équilibre, on se rattrape mieux dans le cadre de glissade. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que ces risques physiques, aujourd'hui, ça représente 85% des maladies professionnelles. Donc vous avez les TMS qui représentent 85% des maladies professionnelles. Et ça représente aussi la moitié des accidents du travail. Donc vous allez voir que les conséquences de mettre en place, les conséquences positives de mettre en place des activités physiques sont facilement mesurables. Par répercussion, Martine Duclos en a parlé ce matin, les risques psychosociaux, évidemment, sont impactés. De manière indirecte, mais on impacte aussi la partie risques psychosociaux. Quelques chiffres. Alors, à droite, vous avez 3 méta-analyses. La première, c'est Luger et collaborateurs qui ont montré qu'effectivement, le nombre de salariés qui souffrent de troubles musculo-squelettiques est un problème de santé majeur pour les salariés comme pour la société. Ils ont montré que 21 à 28% de jours d'absentéisme de l'entreprise étaient en lien avec les TMS.
La deuxième méta-analyse, c'est Moreira, Silva et collaborateurs qui ont prouvé qu'effectivement, les protocoles d'activité physique préventive contribuent largement à prévenir, à réduire les TMS chez les salariés. Et la troisième méta-analyse, c'est White et collaborateurs qui ont montré que la nature du protocole, sa mise en place, son acceptabilité et l'engagement des salariés dans le protocole sont des déterminants essentiels pour l'efficacité du programme de prévention. Il y a une notion d'engagement dont je reparlerai juste après. En tout cas, l'acceptabilité, ça dépend aussi de l'implication des managers intermédiaires, super important. Et je pense que c'est un des facteurs clés les plus importants. Vous avez une étude en 2013 qui a été menée par Mellor et Webster, qui montre effectivement dans ces démarches-là peu d'implication du management intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement, généralement, des injonctions qui sont différentes. On leur demande à la fois d'avoir une productivité, mais à la fois de prendre soin du bien-être des salariés. Ce n'est pas forcément compatible. Et du coup, il faut les acculturer à tout ça. Il faut leur dire qu'effectivement, ils vont y gagner par répercussion, mais dans un second temps. Et les démarches que l'on met en place d'activité physique au travail, c'est généralement, si ça s'essouffle, si ça périclite, c'est en grande partie à cause de ce management intermédiaire. Donc vous l'avez aussi, Birken en 2012 l'a montré, l'importance du rôle des managers qui sont proactifs pour la réussite et la pérennisation de ces démarches. La plupart des TMS, vous les avez là. Globalement, les TMS, ça touche les membres supérieurs, donc principalement les articulations des membres supérieurs, les mains, les poignets, les doigts, les coudes, les épaules. On a très peu de maladies professionnelles déclarées au niveau du dos, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est tout simplement que ce n'est pas reconnu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont pas des maux de dos. Ça veut dire que voilà, ils rentrent dans un processus de reconnaissance de la part de l'assurance maladie sur les maladies professionnelles. Les acteurs, quand on parle de santé sécurité au travail, qui agit et qui peut-on aller voir? Qui va-t-on toucher en termes de démarche? Eh bien, on va toucher en priorité ceux qui gèrent les RH. Mais d'une manière générale, la sécurité au travail concerne tout le monde. Ça concerne tous les salariés à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Évidemment, nous, en tant que professionnels des activités physiques, quand on va vouloir proposer quelque chose en entreprise, on va en priorité aller voir le service RH qui gère ces thématiques avec des responsables hygiène, qualité, sécurité, environnement, quand il y en a. Vous avez aussi le service de santé au travail qui peut être internalisé ou externalisé, mais qui prend effectivement un rôle important et un rôle de plus en plus important, on va le revoir quand on parlera de QVCT, de plus en plus important dans ces thématiques-là. Et puis après, au niveau régional et au niveau national, vous avez tout un tas d'instances qui peuvent accompagner les entreprises dans le cadre de ces démarches d'activité physique. Je vous passe les détails, mais les plus importantes étant les CARSAT au niveau régional et les ARACT, c'est-à-dire les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, comment agir concrètement au niveau des outils? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut, pour pouvoir lutter contre les TMS, il faut agir de manière systémique. C'est-à-dire que si on met des protocoles d'activité physique et qu'on se cantonne à ça, ça ne suffit pas. Il faut agir aussi sur de la formation, former les salariés à être acteurs de leur propre prévention et leur donner les outils pour agir par eux-mêmes. Il faut travailler sur l'environnement de travail des salariés, c'est-à-dire de l'ergonomie. D'accord ? Et enfin, effectivement, renforcer leur zone de faiblesse physique avec des protocoles d'activité physique qui vont être adaptés. Donc évidemment, aujourd'hui, je zoome sur la partie verte. Ça sera fonction, cette partie, des contraintes que l'on aura identifiées en amont. Donc ça implique en amont de pouvoir s'immerger dans l'entreprise pour connaître les métiers et les contraintes métiers. Alors on n'a pas besoin de le faire quand c'est du tertiaire, on sait très bien ce qui se passe derrière un écran. Par contre, quand c'est de la logistique ou c'est de la production ou c'est du BTP, il faut savoir les us et coutumes des salariés et savoir quelles sont leurs contraintes physiques au regard de leurs problématiques. Et ensuite, on va proposer un programme personnalisé d'activités physiques adaptées qui permettront de répondre aux problématiques de chacun. Et ensuite, on les accompagne sur la mise en place. Donc ça peut, 2 cas de figure sur la mise en place. Premier cas de figure, on peut leur passer le relais progressivement, c'est-à-dire qu'on forme des animateurs en interne pour qu'ils puissent prendre le relais
des coachs qui interviennent. Ou alors, si c'est des programmes à plus haute technicité, à ce moment-là, il y a intervention récurrente, durable de coach. Alors, quelques exemples, je vais zoomer sur la partie gauche, mais je voulais quand même vous montrer, on en a parlé un petit peu ce matin, hein, des solutions de mobilité sur le tertiaire. Le Swissball n'est pas la panacée. Voilà, on a d'autres solutions, je pourrais vous en parler en aparté si ça vous intéresse, sur des solutions ergodynamiques, hein, où on va créer du mouvement. L'objectif étant de recréer du mouvement pour les salariés du tertiaire. Autre possibilité d'intervention, en bas à droite, vous avez des exercices génériques qui permettent à la fois de renforcer les zones de faiblesse et à la fois d'aller les détendre. On peut très bien imaginer recevoir les salariés sur un quart d'heure, leur montrer ces protocoles d'exercice physique et leur remettre le dépliant pour qu'ils puissent pratiquer ces exercices. Donc ça, c'est des modes d'intervention qu'on fait régulièrement. Je vais vous parler plus spécifiquement d'une étude qu'on vient de présenter en congrès scientifique, donc, qui s'appelle la prévention des accidents de travail et des TMS chez les salariés dans un environnement industriel, où on a mis en place pendant 15 mois 5 minutes de mobilité quotidienne, 5 minutes de protocole par jour. C'est une entreprise qui a 250 salariés, qui produit des pièces plastiques pour sanitaires et qui les expédie partout dans le monde. Donc vous avez 3 grandes familles de métiers. Vous avez une famille de métiers de production qui part des billes plastiques et qui assemble les pièces plastiques. Une famille de métiers qui est de la logistique et une famille de métiers plus les fonctions support administratif. Donc au travers de tout ça, on a créé 3 protocoles d'activité physique adaptés à chaque type de métier. Et on les a animés. Donc il y a eu 4 temps d'intervention. Premier temps d'intervention pendant 3 semaines où on a, nous, avec nos coachs, animé les séances. Deuxième temps d'intervention où on a formé des relais en interne. Troisième temps d'intervention où pendant 2 semaines, on les a accompagnés en co-animation. Et après, ils ont été libres et on a mesuré les résultats sur 14 mois, enfin sur 15 mois en tout. On a mesuré quoi? On a mesuré le taux de fréquence et le taux de gravité, qui sont des indicateurs d'accidents du travail. Le taux de fréquence, c'est la fréquence des accidents du travail, et le taux de gravité, c'est la gravité de leur accident, c'est-à-dire le nombre de jours d'arrêt. Plus il y a de jours d'arrêt, plus l'accident est grave. On a mesuré aussi le nombre de TMS, mais vous allez voir que ce n'est pas significatif, et on a mesuré aussi le taux de salariés bénévoles pour mesurer un petit peu l'engagement des salariés, parce que comme c'est une démarche obligatoire, ben, on avait 100% d'engagement, forcément. Donc au niveau du taux d'engagement, on était à 14% de salariés qui ont souhaité être formés. D'accord ? On peut aller plus loin en mesurant l'engagement physique, mais ça implique de mettre en place, on a parlé aussi ce matin, des accéléromètres, effectivement, et ça pourrait être une évolution de l'étude. Ce sur quoi je voulais insister, c'est la figure 2 et la figure 3. Donc la figure 2 montre au niveau de la courbe verte que l'activité, donc c'est le nombre d'heures travaillées. Donc sur 2021 et 2022, vous voyez clairement que l'activité augmente. Le nombre d'heures augmente. Et malgré tout, sur la figure 3, vous voyez qu'à partir du moment où on a mis en place les protocoles d'activité physique, eh bien on voit le taux de fréquence et le taux de gravité s'effondrer sur les 15 mois de mesure. On a divisé par 3,6 le taux de fréquence des accidents du travail et on a divisé par plus de 2 le taux de gravité. Je finirai par la QVT, QVCT. Je pourrai répondre aux questions si vous en avez, évidemment. Pour la partie bien-être, on passe d'une logique d'obligation légale de prévenir le travail qui fait mal à finalement un choix stratégique de développer le travail comme une source de qualité de vie et de bien-être. Au travers de la QVT, vous avez un accord national interprofessionnel qui date de fin 2020, qui a donné lieu à une loi qui est passée en août 2018 et qui transforme l'aspect QVT en QVCT, en intégrant la partie conditions de travail. Et qui donne plus de place aux services de santé au travail en ajoutant donc SP-STI, en ajoutant le P de prévention. Et plus de place aux mutuelles aussi. Comment fonctionne la QVT dans les entreprises? Généralement, vous avez un comité QVT qui est constitué de groupes de travail. Généralement, vous avez un groupe de travail qui s'occupe du sport en entreprise. Le comité QVT qui est en lien avec les instances représentatives du personnel, la direction et les managers. Il y a des tests qui sont faits et sont actés, ceux qui fonctionnent.
Alors les outils en termes de QVT, vous pouvez avoir des outils de type événementiel. Vous pouvez faire de l'intra ou de l'inter-entreprise. Intra-entreprise, ça va être cohésion d'équipe, par exemple, team building au travers du sport. Inter-entreprise, ça va être des challenges du type course où les entreprises vont monter des équipes pour pouvoir aller sur des différents sports. Alors évidemment, sur ces thématiques-là, sur l'événementiel, on a plutôt l'aspect sportif, les sportifs pratiquant déjà. Ensuite, vous avez possibilité de mettre en place des salles de pause aménagées avec des assises dynamiques ou des appareils qui permettent d'aller se mobiliser. On peut mettre en place des salles de réunion multifonctions où on pousse les tables, on fait un cours collectif sur la pause méridienne. Et enfin, vous avez des entreprises qui vont aller jusqu'à mettre en place des salles de sport dédiées avec l'équipement qui va avec en interne. Je conclurai par les facteurs clés de réussite qui pour moi sont essentiels à la mise en place de ces démarches. Donc un, c'est avoir une équipe projet dynamique en interne. Et ça fait le pendant avec le premier point, c'est que le management doit être convaincu et impliqué. S'ils ne le sont pas, c'est même pas la peine d'essayer de mettre en place une démarche. Ensuite, il faut bien définir les objectifs. Est-ce que c'est de la prévention? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est sur le volontariat? Est-ce que c'est sur ou en dehors du temps de travail? Et ça, il faut le discuter dès le départ. Et une fois que ça s'est discuté, on met en place un plan d'action timé. Et puis, je conseille aux entreprises, évidemment, de se faire accompagner sur ces thématiques-là par un professionnel des activités physiques qui connaît le sujet. Et je rajouterai un dernier point. Ce qui est important dans ces démarches-là aussi, c'est le dialogue social. Impliquer dans les décisions l'ensemble des salariés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour cette intervention qui nous permet aussi de repenser pour une partie d'entre nous notre approche de la pratique en entreprise, plus uniquement sur le sujet vraiment prestation, mais le sujet prévention est particulièrement important. Quelques questions avant qu'on passe aux ateliers. Si toujours le même principe, vous levez la main. Xavier, il faut appuyer sur le petit bouton pour le micro. Bonjour, vous m'entendez? Moi oui. Mais... oui, bah, si vous m'entendez, oui ça y est. Là, vous avez fait une étude, ou en tout cas une démarche auprès d'une entreprise de 250 salariés. Vous avez rencontré sûrement une équipe managériale intéressée et dynamique sur le projet. Vous pouvez nous dire ce qu'il en a été du rapport aux résultats par les managers et s'il y a eu une continuité après? Alors ça continue, hein. On l'a mesuré sur 15 mois à fin de décembre 2022. C'est une démarche qui a continué sur 2023. Je n'ai pas les derniers chiffres. J'avais les chiffres à mi-2023 où on continuait à maintenir des taux de fréquence et des taux de gravité similaires avec une équipe de management toujours aussi impliquée. Et on a même refait des formations d'animateurs en interne en début 2023. Parce que ça aussi c'est important d'avoir des animateurs en interne qui ne s'essoufflent pas dans l'animation des séances. Et du coup, on a formé de nouveau, justement, pour éviter la monotonie d'animation. Juste pour compléter ma demande, est-ce qu'en termes d'évaluation, entre le coût, l'évaluation du coût qu'ils ont dû engager par rapport à ça, et le bénéfice, alors, rapporté aux critères que vous avez mis en place, c'est-à-dire de 1 à 3, ou de, je ne sais plus, l'ensemble des critères que vous aviez mesurés? Ça fait partie des évolutions de l'étude qu'on aimerait mener. La difficulté avec les entreprises, c'est d'avoir des chiffres. Déjà, j'ai réussi à avoir ces chiffres-là, ce qui a fait l'objet de dizaines de mails. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, ça serait bien d'avoir la mesure économique, mais c'est des chiffres que je n'ai pas. Mais j'aimerais le faire sur une évolution de l'étude. Merci. Donc c'était Xavier Durand de l'US Laval. N'hésitez pas à vous présenter avant la prise de parole. Julien. Bonjour, Julien Finot de ASM Vitalité, où on propose aussi du sport en entreprise sur Clermont. Comment vous percevez l'évolution du regard des entreprises par rapport à ces éléments de prévention? C'est vrai qu'il y a
il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand on a commencé un petit peu, c'était un petit peu frileux parfois, justement par rapport à une notion de retour d'impact, d'analyse d'impact, de savoir si ça allait marcher, combien ça va me coûter par rapport à ce que ça va me rapporter. Comment vous percevez l'évolution quand vous présentez vos solutions aux entreprises? Moi j'ai commencé en 2009. Quand on présentait ça, tout le monde nous regardait comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du sport. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus besoin de pédagogie. Tous les chefs d'entreprise sont au courant de l'intérêt de mettre en place des activités physiques. Après, la difficulté réside non pas dans le fait de les convaincre, c'est plutôt dans le fait de leur apporter des solutions qui puissent intégrer à leur organisation. Et en fait, c'est les rassurer par rapport au brouillard dont je parlais en introduction, quoi. C'est surtout ça. La difficulté, elle réside là. Et leur présenter tel que je vous l'ai présenté là, en général, c'est plutôt convaincant pour le chef d'entreprise parce qu'il sait quel choix faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Thierry Bardot. Oui, bonjour. Thierry Bardot, directeur de l'USM Malakoff en région parisienne. Vous parlez beaucoup des grosses entreprises là. Vous avez des retours sur les plus petites structures. Est-ce que les dirigeants de ces structures sont aussi ils ont conscience de tout ça ou ça concerne seulement les grosses structures? En dessous de 20 salariés, c'est compliqué. Ils considèrent que c'est pas vraiment leur rôle en fait de mettre en place ce genre de choses et qu'ils ont d'autres chats à fouetter clairement. Au-delà, quand on passe sur des PME d'au-dessus de 20 salariés, effectivement, c'est des choses que l'on peut mettre en place. Ils sont plus sensibilisés à ça. Ça dépend aussi beaucoup de l'affinité qu'a le chef d'entreprise avec le sport. Une dernière question peut-être, Kevin. Oui, bonjour. Kevin Lebeur de l'Union sportive des cheminots de France. Une double question. La première, c'était de voir, là on voit beaucoup, c'est le sport qui vient dans l'entreprise. Comment vous évaluez sur le fait que l'entreprise se déplace sur les terrains de sport et donc potentiellement sur les clubs omnisports? Et selon vous, comment les clubs omnisports pourraient répondre face à ces besoins que l'entreprise pourrait mettre en place? Alors ça, c'est des sujets que je vais moins maîtriser. L'objectif, nous, c'est d'essayer de rendre des gens inactifs un petit peu plus actifs pour les faire rebondir, pour aller plus loin. C'est des choses que l'on propose avec la Ligue du sport d'entreprise ou la Fédé du sport d'entreprise, où l'objectif, c'est pas de leur faire pratiquer au sein de la Ligue, puisqu'on n'a pas les ressources, mais c'est plus de les envoyer, de leur faire découvrir d'autres choses pour pouvoir avoir des pratiques qui sont plus durables. Donc après, le lien se fait automatiquement en fonction des territoires, quoi. Voilà. Mais de là à vous répondre précisément, Ok, il me reste à vous remercier pour cette intervention. On va passer, alors je vous laisse effectivement applaudir. Merci.